crois connaître les femmes jusqu'au moment où tu te retrouves seul dans un coin sombre de ta chambre, regardant ces messages, essayant de déchiffrer ce que signifient réellement ces mots. Ce n'est pas ce qu'elle a écrit qui te dérange, mais ce qui n'a jamais été dit. Le silence entre les phrases. C'est là que réside la vérité que ton instinct a déjà captée, mais que ton esprit rationnel s'obstine à nier. Nous avons tous grandi dans un monde qui nous enseigne une version idéalisée de la femme. Une fable commode qui ne sert qu'à perpétuer une illusion collective. Pendant ce temps, la réalité pulse sous cette surface polie, sauvage et indomptable, comme elle l'a toujours été. Une réalité que les anciens comprenaient mieux que « nous hommes modernes domestiqués par la civilisation et ses mensonges confortables ». Comme le disait Socrate, la vérité émerge de la discussion, pas du monologue. Et nous voici, deux hommes conscients, disséquant une vérité inconfortable. Il existe des signes qui précèdent l'infidélité féminine, des signes invisibles seulement pour ceux qui choisissent de ne pas voir. La trahison ne commence pas dans le lit d'un autre homme. Elle naît bien avant dans les profondeurs de la psyché féminine, dans les plis invisibles de son comportement. Et si tu sais lire ces signes, tu verras qu'ils ont toujours été là, te criant au visage pendant que tu fermais les yeux. Le regard absent et l'esprit déjà parti. Le premier signe est subtil comme le vent qui précède la tempête. Il est dans ses yeux. Quand une femme commence à tromper, son regard change. Ce n'est pas quelque chose que tu peux facilement identifier. C'est une absence, une distance émotionnelle qui s'installe quand elle te regarde, comme si elle regardait à travers toi, et non vers toi. La connexion primitive qui existait, cette sensation d'être vu et compris, disparaît. Confucius affirmait déjà que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et quand tu regardes dans les yeux d'une femme qui est déjà émotionnellement ailleurs, tu ressentiras un vide inexplicable, une froideur qui n'était pas là avant. Son corps peut être à tes côtés, mais son esprit et son désir sont déjà partis. Cette absence est souvent confondue avec le stress, la fatigue ou les préoccupations quotidiennes. Mais elle est beaucoup plus profonde. C'est le premier signe que le lien psychologique qui la maintenait connectée à toi se défait, ouvrant l'espace pour une autre connexion. La soudaine préoccupation pour l'apparence. Observe attentivement. Quand une femme qui ne s'est jamais tant souciée de maquillage, de vêtements ou de sport, développe soudainement un intérêt obsessionnel pour son apparence. Il ne s'agit pas simplement d'auto-soin ou d'amour-propre, comme elle essaiera de te convaincre. Il y a une énergie primitive en jeu ici. La femme est instinctivement économe de son énergie sexuelle. Quand elle investit significativement dans son apparence, il y a toujours un objectif évolutif derrière. Attirer un partenaire de haute valeur. Si ce partenaire est déjà toi, pourquoi ce besoin soudain de réaffirmer sa valeur sur le marché sexuel? Comme l'a observé Aristote, la nature ne fait rien en vain. Chaque comportement humain a un but, même quand ce but reste caché à la conscience. La femme qui transforme soudainement son apparence répond à un appel interne qu'elle ne comprend pas toujours pleinement elle-même. Elle se prépare à être vue, admirée et désirée, mais pas nécessairement par toi. Le téléphone qui devient une extension du corps. L'appareil qui était auparavant oublié dans un coin semble maintenant être une extension vitale de son corps. Elle l'emporte aux toilettes. Elle dort avec lui sous son oreiller. Elle le pose face contre table quand elle est près de toi. Le code qui était peut-être partagé avant est maintenant un secret gardé avec une intensité disproportionnée. Ce comportement territorial avec le téléphone n'est pas ta paranoïa. C'est l'un des signes les plus clairs qu'il existe un canal de communication qu'elle doit protéger à tout prix. Un espace virtuel où elle existe sans toi, où elle échange des messages, des regards numériques et des promesses qui n'atteindront jamais tes oreilles. Sénèque nous rappelle que, si tu veux garder quelque chose secret, ne le fais jamais. L'effort excessif pour cacher quelque chose est déjà l'aveu de son existence. Le téléphone gardé comme un trésor est la matérialisation de cette vérité. L'éveil sexuel sélectif. Peut-être le signe le plus douloureux est le changement dans l'intimité sexuelle. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, une femme qui trompe ne te refusera pas nécessairement le sexe. En fait, le schéma est plus complexe et pervers. Ce qui se passe, c'est une sélectivité instinctive. Certaines formes d'intimité, surtout celles qui impliquent un abandon émotionnel profond,
regarder dans les yeux, des baisers prolongés, des caresses post-coïtales, commencent à se raréfier. Le sexe peut continuer d'exister, mais il devient mécanique, une obligation accomplie, non une connexion célébrée. En contrepartie, tu peux remarquer l'émergence de nouvelles préférences sexuelles, techniques ou positions qui n'ont jamais fait partie de votre répertoire. La source de ces innovations est rarement l'imagination ou la recherche sur Internet, comme elle essaiera de te faire croire. Comme l'observait déjà Laozi, celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît lui-même est éclairé. La femme qui trompe ne comprend souvent pas consciemment ce qui la pousse. Elle répond à des appels biologiques et psychologiques profonds, cherchant quelque chose qu'elle croit ne plus trouver avec toi, même quand ce n'est pas vrai. Le passé, qui se réécrit soudainement. L'un des signes les plus troublants, et souvent négligé, est la réécriture de l'histoire de la relation. La femme qui se prépare psychologiquement à tromper doit justifier ses actions à elle-même, avant toute autre personne. Elle commencera à mentionner des insatisfactions qui n'ont jamais été verbalisées auparavant. Elle parlera de moments du passé qui, selon sa nouvelle narration, ont toujours été problématiques. Je n'ai jamais été vraiment heureuse. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. J'ai toujours eu des doutes. Ces phrases surgissent comme des révélations, soudaines, alors qu'en réalité, ce sont des constructions récentes créées pour soulager la dissonance cognitive. Ce phénomène a été observé par de nombreux philosophes, y compris Marc Aurèle, qui disait « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. La femme ne ment pas nécessairement quand elle réécrit l'histoire. Elle réinterprète le passé à travers les lentilles du présent, déformant la mémoire pour s'aligner avec ses actions actuelles. L'irritabilité sans cause apparente. » Kanskia. Une femme maintient deux liens émotionnels simultanément. Le stress psychologique de cette division interne se manifeste comme une irritabilité chronique. Tout ce que tu fais, aussi insignifiant soit-il, peut déclencher une réaction disproportionnée. Cette irritabilité a une fonction psychologique importante, créer une distance émotionnelle. En se concentrant sur tes petits défauts et irritations, elle construit une justification constante pour son comportement. Tu vois comme il m'irrite? Comment pourrais-je être fidèle à quelqu'un comme ça? Épictète disait déjà que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles. La femme qui trompe ne réagit pas à tes actions réelles, mais à l'interprétation déformée qu'elle en fait, une interprétation nécessaire pour soutenir sa narration interne. La comparaison voilée. Observe quand elle commence à mentionner d'autres hommes avec une admiration subtile mais constante. Ce peut être le nouveau patron, un collègue de travail, un ami récent. Ce ne seront pas des compliments explicites sur l'apparence physique. Les femmes sont plus sophistiquées. Que cela? Ce seront des observations sur la compétence, l'intelligence, la capacité à résoudre des problèmes, le sens de l'humour. Un tel a résolu un problème si complexe aujourd'hui au travail. C'est impressionnant comme machin arrive à diriger l'équipe avec tant de naturel. Chose à une vision si intéressante de la vie. Ce ne sont pas des observations innocentes. Ce sont des comparaisons voilées. Chaque éloge à un autre homme porte implicitement une critique envers toi. Chaque admiration exprimée est un contraste silencieux avec tes supposées déficiences. Comme l'a observé Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, l'homme sage est celui qui observe les mots non dits. L'éloge de l'autre homme n'est que la partie visible. La signification réelle est dans le sous-texte, dans le message qui n'est pas verbalisé mais ressenti. Le cycle d'éloignement et de rapprochement. Un schéma particulièrement cruel est le cycle de chaud et froid, l'éloignement, suivi d'un rapprochement intense. La femme qui maintient deux liens émotionnels vit une bataille interne constante. Dans les moments où la culpabilité prédomine, elle peut se rapprocher intensément, devenant plus affectueuse, sexuelle et présente que la normale. Ces périodes de rapprochement ne sont pas authentiques, elles sont compensatoires. Ce sont des tentatives inconscientes d'alléger la culpabilité, non des expressions d'un désir réel de reconnexion. C'est pourquoi elles sont inévitablement suivies de nouvelles périodes d'éloignement, quand l'autre lien émotionnel exige son énergie et son attention.
Ce cycle est dévastateur parce qu'il te maintient prisonnier d'un roller coaster émotionnel. Les moments de rapprochement nourrissent ton espoir que les choses s'améliorent, seulement pour être suivis par des chutes encore plus profondes dans le vide de l'éloignement. Platon observait déjà que la plus grande déclaration d'amour est celle qui ne se fait pas. L'homme qui ressent beaucoup parle peu. La femme qui est réellement connectée à toi n'a pas besoin de démonstrations exagérées ou intermittentes. Sa présence est constante, stable, une rivière qui coule sans interruption, pas une mer aux marées extrêmes. La peur soudaine de perdre sa liberté. La femme qui ne s'est jamais souciée d'espace personnel devient soudainement une défenseuse, acharnée de son indépendance. Les projets communs commencent à être vus comme étouffants. Les questions sur ses allées et venues ou ses activités sont reçues comme un contrôle excessif ou un comportement toxique. Ce besoin soudain de liberté a rarement à voir avec un processus authentique d'individuation ou de croissance personnelle. C'est presque toujours le besoin pratique de créer des espaces vides dans l'agenda et dans la vie émotionnelle pour accommoder l'autre lien qui est en train de surgir ou qui s'est déjà établi. Comme l'a sagement observé Confucius, celui qui cherche des excuses pour faire ou ne pas faire quelque chose a déjà pris sa décision. La défense exagérée de la liberté individuelle au sein d'une relation engagée est généralement l'écran de fumée qui cache une décision déjà prise. Le changement dans les amitiés et les cercles sociaux. Observe attentivement quand elles commencent à s'éloigner d'amis communs, spécialement ceux qui t'estiment et te valorisent. Simultanément, de nouvelles amitiés surgissent, des personnes qu'elle insiste pour maintenir à une distance sûre de toi. Ce réarrangement social n'est pas accidentel. Les amis qui vous connaissent en tant que couple, qui ont témoigné de votre histoire et de votre connexion, représentent un miroir inconfortable. Chaque interaction avec ces personnes fait ressurgir la réalité de l'engagement, qui est en train d'être rompu. Chaque regard porte le poids du jugement potentiel. Les nouvelles amitiés, d'autre part, ne connaissent que la version éditée de l'histoire. Elles ne sont témoins que du présent, pas du passé partagé, et ne représentent donc pas une menace pour la nouvelle narration qu'elle est en train de construire. Aristote affirmait que l'amitié est une âme habitant deux corps. Quand une femme commence à transférer son énergie émotionnelle vers de nouvelles connexions sociales, elle est effectivement en train de créer un nouvel habitat pour son âme, un espace où elle peut exister sans le poids de l'histoire partagée avec toi. Le manque d'investissement dans l'avenir commun. L'un des signes les plus révélateurs, bien que souvent subtils, est le désintérêt progressif pour l'avenir partagé. Des projets qui étaient auparavant discutés avec enthousiasme, un voyage l'année prochaine, l'achat d'une maison, des projets à long terme, sont maintenant accueillis avec hésitation, malaise ou report constant. On verra quand le moment sera venu. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour planifier ça, mieux vaut résoudre un problème à la fois. Ces réponses évasives reflètent une vérité inconfortable. Dans son esprit, cet avenir conjoint n'est plus une certitude. Il ne s'agit pas seulement de prudence ou de pragmatisme, c'est le reflet d'une division interne. Comment investir émotionnellement dans un avenir qui ne se concrétisera peut-être pas? Comment s'engager dans des projets qui peuvent être incompatibles avec les nouveaux chemins qui s'ouvrent dans sa vie? Lao Tzu enseignait que celui qui a la connaissance ne parle pas. Celui qui parle n'a pas la connaissance. Son silence à propos de l'avenir est plus éloquent que n'importe quel mot. C'est l'expression muette d'un engagement qui s'est déjà dilué. La curiosité qui disparaît. Dans une relation saine, il existe une curiosité naturelle pour la vie intérieure de l'autre. Ses pensées, sentiments, expériences quotidiennes, défis, petites victoires, tout cela est un territoire d'intérêt authentique. Quand une femme cesse de poser des questions sur ta journée, tes projets ou tes pensées, ce n'est pas seulement de la distraction ou de la fatigue. C'est un désinvestissement actif. Elle ne collecte plus d'informations sur ta vie parce que ces informations ont perdu leur valeur émotionnelle. Son économie d'attention est maintenant dirigée vers un autre investissement. Socrate disait que la sagesse commence dans l'admiration. La fin de la curiosité marque la fin de l'admiration. Et sans admiration, l'amour se transforme en simple commodité ou habitude. La sexualité qui devient performative. Remarque si l'intimité sexuelle, quand elle existe encore, acquiert un caractère performatif. Des gémissements exagérés, des mots répétés,
Des mouvements qui semblent plus appropriés pour un film pour adultes que pour une rencontre authentique entre deux personnes qui se connaissent profondément. Cette théâtralité n'est pas une intensification du plaisir, mais une compensation pour son absence. C'est une tentative de se convaincre elle-même, plus que toi, qu'il existe encore du désir et de la connexion. Le sexe authentique entre personnes qui partagent un lien profond à son propre rythme, son propre langage, une sorte de danse intuitive qui se passe d'exagération. Quand ce naturel cède la place à la performance, quelque chose de fondamental s'est perdu. Marc Aurèle a observé que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Les gémissements exagérés et la théâtralité sexuelle sont des opinions, pas des faits. Ce sont des perspectives fabriquées, pas des vérités du corps. Le jugement constant. La femme qui se prépare psychologiquement à l'infidélité, ou l'a déjà consommée, développe un regard hypercritique sur toi. Des défauts qui étaient auparavant insignifiants ou même considérés comme adorables deviennent des sources d'irritation constante. Ta façon de manger, parler, t'habiller, rire, conduire, travailler, tout devient la cible de petites critiques quotidiennes. Ce comportement a une fonction psychologique spécifique, créer une distance émotionnelle et justifier intérieurement l'éloignement. En se concentrant obsessionnellement sur tes défauts réels ou imaginaires, elle construit une narration où l'infidélité n'est pas un choix moral discutable, mais une conséquence naturelle et même inévitable de tes supposées déficiences. Épictète avertissait déjà, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous gênent, mais les opinions que nous avons sur ces choses. Le changement n'est pas en toi mais dans son regard sur toi. Un regard qui a besoin de trouver des défauts pour justifier ses propres actions. Que faire face à ces signes? Nous arrivons à un point crucial de cette réflexion. Identifier les signes n'est que la première étape. Que faire de cette connaissance est une question beaucoup plus profonde et personnelle. Certains hommes, en reconnaissant ces schémas, optent pour la confrontation immédiate. D'autres préfèrent observer plus longtemps, recueillant des preuves avant toute action. Il y a ceux qui choisissent la voie du développement personnel, travaillant pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, dans l'espoir de reconquérir la connexion perdue. Il n'existe pas de réponse universelle. Chaque situation est unique, tout comme chaque homme et chaque relation. Cependant, il existe un principe fondamental qui doit guider toute décision, le respect de soi. Comme l'enseigne Sénèque, le respect de soi est la forteresse de la vertu. Une fois rendue, la défaite suivra. Se permettre de rester dans une relation où la confiance a été brisée, où tu n'existes que comme une option secondaire, où ta présence est tolérée mais non célébrée, est une forme lente d'autodestruction. La vérité la plus difficile. Nous arrivons maintenant à la vérité la plus difficile, celle que beaucoup d'hommes refusent de voir même quand toutes les preuves s'accumulent devant leurs yeux. L'infidélité est rarement un événement isolé ou une erreur momentanée. C'est la manifestation visible d'un processus interne qui a commencé bien avant. Quand les signes décrits ci-dessus se manifestent de façon constante, tu n'es pas simplement témoin de comportements isolés, mais de l'expression d'une décision émotionnelle déjà prise. Le lien primaire avec toi a déjà été déplacé, même si la rupture formelle n'a pas encore eu lieu. C'est la blessure narcissique la plus profonde pour tout homme. Reconnaître que dans le théâtre interne de l'esprit féminin, tu as déjà été remplacé. Que tu continues d'être présent seulement dans la dimension physique ou sociale de la relation, mais que tu as déjà été exclu de la dimension émotionnelle ou érotique. L'éveil à travers la douleur. L'infidélité, quand elle est finalement découverte ou confirmée, est rarement seulement la fin d'une relation. C'est souvent le début d'un processus beaucoup plus profond, l'éveil à des vérités sur toi-même, sur tes choix, sur ta vision du monde. Beaucoup d'hommes émergent de cette expérience avec une clarté qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Ils apprennent à reconnaître leurs propres schémas d'attachement, leurs insécurités, leurs idéalisations naïves. Ils apprennent à valoriser des signes qu'ils ignoraient auparavant et à établir des limites qu'ils ne pouvaient pas définir avant. Comme l'a observé Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». L'infidélité, cette petite mort émotionnelle, porte en elle le potentiel d'une renaissance.
non pas comme l'homme que tu étais avant, mais comme quelqu'un de plus conscient, plus connecté à lui-même, moins dépendant de la validation externe. La responsabilité sans culpabilité. Il est important de faire une distinction cruciale. Reconnaître ta participation dans la dynamique qui a conduit à l'infidélité n'est pas la même chose qu'assumer la culpabilité pour celle-ci. La décision de tromper appartient toujours entièrement à celui qui la prend. C'est un choix, pas une conséquence inévitable. Cependant, ignorer complètement ta participation dans la détérioration du lien serait tout aussi naïf. Les relations sont des systèmes complexes, et rarement un côté est complètement exempt de responsabilité quand ce système échoue. Peut-être as-tu ignoré des signes initiaux d'incompatibilité. Peut-être as-tu permis que des schémas toxiques s'établissent sans questionnement. Peut-être as-tu négligé des aspects importants de la connexion émotionnelle ou physique, croyant que l'amour en soi serait suffisant pour tout soutenir. Cette réflexion ne doit pas servir à l'autoflagellation, mais à l'apprentissage. Comme l'a enseigné Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger est de ne pas devenir semblable à l'ennemi. Ta réponse à l'infidélité révélera davantage sur ton caractère que l'infidélité elle-même n'a révélé sur le sien. Conclusion, la vérité comme libération. Au long de ces réflexions, j'ai cherché à dévoiler les signes subtils et moins subtils qui précèdent et accompagnent l'infidélité féminine. Non pas pour intensifier la souffrance ou alimenter des méfiances paranoïaques, mais pour éclairer un territoire souvent obscurci par le déni, l'auto-illusion et les récits socialement sanctionnés. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, porte toujours en elle un potentiel libérateur. Voir clairement est la première étape pour choisir consciemment, soit pour travailler à la reconstruction du lien, quand c'est possible et souhaitable, soit pour terminer dignement un chapitre et ouvrir l'espace à de nouvelles possibilités. Comme nous le rappelle Socrate, connais-toi toi-même est le commencement de toute sagesse. Comprendre les schémas qui t'attirent vers certaines dynamiques, reconnaître les signes que ton instinct capte, mais que ton esprit rationnel tente d'ignorer, accepter tes propres vulnérabilités et limitations. C'est le chemin non seulement vers des relations plus saines, mais vers une vie plus authentique et consciente. La douleur de la trahison, quand elle est traversée avec courage et honnêteté, peut se transformer en catalyseur de la version la plus forte, la plus lucide et la plus intègre de toi-même. Une version qui reconnaît les signes non seulement chez les autres, mais en soi-même. Une version qui choisit la vérité, aussi inconfortable soit-elle, parce qu'elle a compris qu'aucune connexion authentique ne peut être construite sur des illusions. Que ces réflexions n'alimentent pas l'amertume ou le cynisme, mais inspirent la clarté et le courage. La vraie force n'est pas dans le fait de ne jamais être blessé, mais de rester ouvert même après avoir connu la douleur. Non pas de ne jamais être trompé, mais de ne jamais renoncer à l'authenticité, même après avoir connu le mensonge. Comme l'a dit Laozi, connaître les autres est sagesse, se connaître soi-même est illumination. Que le chemin à travers cette douleur spécifique te conduise non seulement à la connaissance des signes de l'infidélité féminine, mais à la connaissance bien plus précieuse et durable de toi-même.